La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour fidèles spectateurs et merci de nous choisir encore en ce jour pour ce nouveau numéro de Décryptage de l'actualité de la semaine. Rencontre échange, nouveau numéro, nous allons parler de notre pays qui est en marche vers la 5e République. Les faits se sont donc déroulés en semaine. Je rappelle que la Première ministre a été reconduite pour gérer le gouvernement de transition. Et d'autres sujets encore, nous allons parler de l'actualité de ces faits marquants. Et pour en discuter, je reçois pour vous un confrère journaliste analyste, Luc Abaki. Bonjour et merci de cette invitation. Bonjour M. Wilson, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Delta Santé. Exactement. Merci pour votre disponibilité pour venir débattre avec nous, échanger sur des sujets d'actualité. C'est un grand plaisir, je me sens plutôt privilégié de pouvoir participer pour la première fois à votre émission. Oui. Et je tiens quand même à vous féliciter, à saluer tout le travail professionnel que vous faites ici. Merci. Vous contribuez énormément à éclairer la lanterne de nos concitoyens. Et en cela, je pense qu'il faut vraiment vous rendre hommage et vous encourager à continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, l'actualité, c'est la disparition de Monseigneur Bariga. C'était dimanche dernier, l'archevêque métropolitain de Lomé a décidé à l'âge de 61 ans. Une grande perte pour le Togo, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Je dois dire qu'en général, lorsque un être humain décède, c'est forcément une grande perte, peut-être pas à une échelle très élevée, mais au moins pour sa famille, pour ses sympathisants, pour ses connaissances. Ceci l'est encore davantage lorsque la personne en question, au cours de son vécu, a consacré sa vie pour le bien-être d'autrui. S'est rendu suffisamment disponible à partager ses convictions, sa vision avec les autres, dans le sens de cultiver les liens d'amitié, de fraternité, cultiver la cohésion sociale, etc. Et je pense que de ce point de vue, Monseigneur Bariga a été véritablement un personnage digne, qui est rentré logiquement dans le panthéon des gens qui ont rendu service à cette nation. Et c'est forcément une très grande perte, non pas seulement pour le clergé, pour l'Église catholique, mais pour la véritablement nation. Pour la nation dans son ensemble. C'est ça. Et dans ce cas, il mérite nos hommages, n'est-ce pas? Absolument. Je pense que c'est le minimum qu'on peut lui faire. C'est vrai que l'idéal aurait été que de son vivant, que nous soyons en mesure de nous mobiliser pour être reconnaissant de toutes les œuvres qu'il a eu à réaliser, à accomplir pour ce pays. Mais bon, ça n'a pas été fait et lorsqu'il est décédé, il faut vraiment qu'on se mobilise et que la nation dans son ensemble s'organise pour lui rendre cet hommage-là. Parce que ces genres de personnes, de ressources morales, malheureusement, n'existent plus dans nos pays aujourd'hui. Contrairement à certains pays dans notre environnement, quand vous allez au Ghana, vous avez le roi des Ashanti. Vous allez au Burkina Faso, vous avez le Moronaba. Vous allez au Cameroun, je veux dire au Sénégal, vous avez les patrons des confréries, etc. Et donc, la ressource morale est une pièce essentielle dans la régulation de la vie sociale. Source d'inspiration pour la génération actuelle. Une source d'inspiration énorme. Et je pense que Monseigneur Bariga nous a montré la voie de la dignité, la voie de l'élévation de soi, la voie du détachement, pour avoir une lecture plus juste des enjeux et des défis qui se posent à nos sociétés. Et de ce point de vue, je pense qu'il est une icône qui mérite véritablement qu'on consacre beaucoup de temps et d'énergie pour sa personne et pour les œuvres qu'il nous laisse en héritage. C'est ça. Vous l'avez dit, il n'est pas seulement homme d'église, il a joué aussi un rôle non négligeable dans l'histoire politique de notre pays en dirigeant la CVJ, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Quelles impressions faites-vous de la mission qui lui a été confiée, les résultats auxquels sa commission... Mais tout le monde se souvient du contexte de brûlure politique dans lequel on a dû lui confier cette mission-là. Et il était la personne idéale parce que précisément il a une capacité de détachement. Et il a les ressorts intérieurs nécessaires pour écouter. Et tous les chocs qui ont eu à meubler la vie politique de notre pays depuis 1960 jusqu'à l'époque où on lui a confié cette mission-là. Et donc c'était une très lourde mission et en même temps une mission sacerdotale à laquelle il s'est consacré avec beaucoup de dextérité, beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie.
et puis beaucoup de tact et de professionnalisme. Il nous de a montré... diplomatie, parce absolument, qu'il a une formation de diplomate. Le mot, j'allais le sortir parce Oui. que c'est un monsieur suffisamment fin, qui a la rhétorique la plus requise possible pour d'abord apaiser les cœurs et pour concilier les positions et pour faire en sorte que les gens puissent voir la vérité en face, mais avec les mots les plus doux possibles. Je pense que c'est le premier diplomate d'ailleurs de notre pays, parce que de par son profil, de par son allure, de par son état d'esprit, Il était a envoyé montré... sur plusieurs fronts. Hein. Absolument. Il était au Absolument. Rwanda, il était en Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est une icône, c'est un personnage qui a véritablement marqué son passage sur cette terre, et c'est ce que nous souhaitons précisément pour les leaders d'opinion et tous ceux qui s'activent pour impacter la société dans son ensemble. Il faut que nous comprenions qu'on a une responsabilité historique, et la seule chose que nous pouvons laisser en héritage à notre société, en tout cas à l'humanité, ce sont les œuvres que nous laissons. Et d'ailleurs, ce sont ces œuvres-là que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, et nous pensons que vraiment il a été une personnalité suffisamment inspirante. 61 ans, il est parti très tôt, n'est-ce pas? Très tôt, il a été cueilli très tôt, mais je pense que... Emporté par une maladie officiellement. Oui, il s'est beaucoup consacré, il s'est beaucoup investi, et je pense que la valeur d'une vie, ce n'est pas tant sa longévité, oui. mais c'est son intensité. Oui, vous ce voyez? qu'on a pu en faire. Voilà, et donc, écoutez, Jésus, qui est donc le patron de l'Église catholique, il a vécu pendant 33 ans, mais c'est en 3 ans qu'il a marqué l'humanité. Et c'est donc le personnage le plus populaire aujourd'hui dans notre humanité d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour dire que chacun de nous doit être conscient de ce que chaque jour doit être précieux. Chaque minute doit être précieuse. Il faut capitaliser notre existence sur cette terre et faire en sorte que on puisse surtout impacter notre société, notre entourage et tous ceux qui nous connaissent et participent donc à voir nos œuvres, etc. Il faut vraiment qu'on se montre disponible, et donc ces œuvres-là vont parler en notre nom lorsqu'on va quitter sur cette terre. Oui. La Société de la Conférence des évêques du Togo a vite communiqué sur sa mort. On n'a pas traîné, hein, dans la journée du dimanche là, aussitôt après, elle a communiqué. Cette conférence des évêques du Togo a été reçue aussi par le chef de l'État. Alors qu'est-ce qu'on peut lire par là? Oui, c'est un fait. C'est tellement quelque chose de grandiose pour sa mémoire. Je pense que c'est une responsabilité. Si j'ai bien lu le compte rendu qui a été fait de la rencontre entre la conférence des évêques et le président de la République, celui-ci, après leur avoir présenté ses condoléances, a promis justement la disponibilité du gouvernement à vraiment prendre part activement aux obsèques et aux hommages qui doivent meubler justement le processus de son inhumation. Et je pense que cette bonne guerre, c'est le minimum qu'on peut demander justement à notre État, à partir de l'instant où Monseigneur Bariga n'a pas eu une vie pour lui, mais il a eu plutôt la vie pour la nation et pour l'ensemble des citoyens togolais. Et donc, oui, il est déjà parti. On considère dans le monde spirituel qu'il est retourné à son créateur. C'est lui qui l'a rappelé. Il en a aussi besoin de lui là-bas. Hein? Absolument, sûrement, sûrement, parce que bon, voilà, on dit que les morts ne sont pas morts. Et donc, de là, je pense qu'il va continuer d'inspirer les citoyens togolais pour lesquels il s'est consacré autant. Et donc, et nous, on lui rend hommage avec cet espoir qui va intercéder pour nous auprès du Créateur, de sorte que, bon, véritablement, on puisse avoir la bonne voie qu'il nous faut pour pouvoir mériter justement une vie aussi digne que la sienne. Oui. Merci. Premier sujet de notre entretien ce jour, c'est la disparition de Monseigneur Bariga. C'était dimanche dernier. L'archevêque de 61 ans est parti. Il a laissé ses œuvres, comme le disait mon invité Luc Abaki, que ses œuvres l'accompagnent et que la tête lui soit légère, comme on dit. Tout à fait, absolument. Avec nos sincères condoléances à sa famille spirituelle, biologique, à la communauté catholique et à la nation entière, puisque c'est un homme qu'on peut dire aussi un homme d'État, parce qu'il a joué un vrai homme d'État. Je dis que ce monsieur a été affable et particulièrement généreux. Et lorsque je parle de généreux, ça ne veut pas dire que c'est un monsieur qui distribue chaque jour les dividendes, l'argent, etc. Mais le simple fait de consacrer sa vie, d'être disponible pour l'autre, de l'écouter et de porter les mots d'autrui montre véritablement un état d'esprit de quelqu'un qui s'est partagé, de quelqu'un qui est véritablement généreux et qui se consacre vraiment à une œuvre à d'une dimension réellement élevée. Et ce n'est pas tout, il n'est pas que prélat, hein, il est aussi artiste. Absolument, c'est écrivain. Il a des dimensions, il est polyvalent. Et ça, c'est ça la clé de quelqu'un qui est
spirituelle. Il a une vie transversale. Et du coup, il développe en même temps des compétences qui viennent donc, qui lui servent en même temps d'éléments qui meublent sa vie, voyez-vous. Et donc, il est artiste, il est dramaturge, il est spirituel, il est diplomate, voilà, il est diplomate et tout. En tout cas, c'est un homme relativement complet et tout à fait idéal, s'il faut le dire. Premier sujet donc, la mort de Monseigneur Bariga, la fin du Saint-Ministère pour cet homme d'église. Deuxième sujet qui nous intéresse, c'est la reconduction ou la nomination d'un nouveau Premier ministre de transition qui n'est autre que celle qui avait remis sa démission de cela 6 semaines, 2 mois. Madame Victoire Degbé est donc retournée à sa charge. Quelle appréciation vous en faites? Oui, bon, il n'y a rien de surprenant. En fait, ce qui a été peut-être surprenant, c'est le temps que nous avons dû mettre pour la reconduire, puisqu'on est dans un contexte de transition. Et donc, ça veut dire que si l'équipe de Madame Dogbé a déjà eu à entamer un certain nombre de chantiers, et surtout que c'est sous elle que le processus de mutation ou de mue progressive de la 4e République à la 5e a été enclenché, il était de bon temps qu'on puisse la reconduire et conduire. Donc rien de surprenant. Voilà, rien de surprenant. On est dans une logique, c'est ça? Oui, cela me paraît logique quand même, mais sauf que, comme je le dis, on n'a pas compris pourquoi il a fallu qu'on mette autant de temps. Surtout que nous sommes dans un contexte d'un pays dont l'économie n'est pas encore assise, on est en train de se construire. Parce que le ministre était à gérer les affaires courantes. Voilà, on est dans un contexte de dictat des urgences. Et dans un tel contexte, il faut absolument agir avec célérité dans la gouvernance de l'État, parce que lorsque les citoyens sont cloués au pilori de l'impasse, évidemment, il y a une certaine démobilisation sociale. Et donc, c'est important, surtout qu'on est en cours d'année, le budget du gouvernement a été déjà voté, la feuille de route est déjà définie. Donc, il faut affecter les ressources pour justement mettre en œuvre toute cette feuille de route-là. Il faut bien que les ministres aient la marge nécessaire pour s'activer et qu'ils soient jugés au bout du bilan. Donc, s'il y a un moment d'impasse comme tel, bien sûr, c'est regrettable. Sûrement que le premier dirigeant a ses raisons, mais bon, il faut bien qu'on le comprenne, parce que si on ne comprend pas, on ne sait pas comment et quelle sera notre part de contribution dans justement l'animation de la. Il n'y avait pas de communication autour de l'affaire, donc tout le monde était dans l'expectative, y compris les ministres. Je crois que ce n'est pas nouveau, et c'est ça que, en tout cas, nous, en tant que communicateurs, on ne peut que regretter cela, parce qu'en fait, si vous voulez avoir des résultats probants dans la gouvernance d'un État, nécessairement, vous devez développer une expertise en matière de communication. Pourquoi? Précisément parce que le gouvernant, lui, il donne la voie, il donne des directives, il donne les pistes. Mais en réalité, le processus d'animation de la vie sociale, économique, politique, culturelle revient à la société dans son ensemble, aux citoyens. Mais ceux-ci ne peuvent rentrer dans cette dynamique, dans la vision définie par le gouvernant, que s'ils comprennent précisément c'est quoi sa vision et où il veut véritablement amener le pays. Et à partir de ce moment, il y en a plein sur nos réseaux. Oui, mais bien sûr, justement, c'est-à-dire que la nature ayant horreur du vide, à partir de l'instant où vous n'occupez pas l'esprit des citoyens avec des nutriments intellectuels en termes d'information, évidemment, ils sont obligés de supputer, d'imaginer des trucs. Et ça, c'est d'ailleurs pour cela que je parle de la démobilisation sociale. Or, il est important qu'on focalise l'esprit des citoyens autour des idéaux essentiels qui permettent le vivre ensemble et qui permettent justement à chaque citoyen de comprendre quelle est sa part de responsabilité dans le processus de construction de nos nations. On donne souvent l'impression qu'on est dans des états providentiels où c'est le gouvernant qui trouve des solutions à tout. Mais il n'y a rien de plus faux que cela. Parce que même les ressources que le gouvernement utilise pour diriger le pays reviennent précisément du citoyen. Donc c'est le labeur du peuple qui permet de mettre à la disposition du gouvernant les ressources qui lui permettent justement de développer sa politique. Et donc plus il est en complicité avec son peuple, plus il communique avec lui et il entretient une forme de communion avec les citoyens,
mieux il réussit sa mission parce que ceux-ci se sentent concernés par ce qui se décide, ce qui se fait. Et ils savent le creuset dans lequel ils doivent évoluer pour faire en sorte que la nation puisse avoir son repère et avoir des résultats les plus probants possibles. C'est cela. Et ce n'est pas tout, il faut encore attendre la formation du prochain gouvernement. Oui, malheureusement. Et puis bon, je pense qu'il y a quand même des lourdeurs que nous devons regretter. Parce qu'on n'est pas quand même dans un pays suffisamment construit où les socles de base, concernant son économie, concernant la cohésion sociale, concernant en tout cas tout ce qui permet à une nation de se dire nous sommes souverains, nous assumons notre identité, on ne les a pas encore. Il faut vraiment qu'on essaye d'agir avec une certaine forme de célérité. D'autant plus qu'on n'est pas en face d'un régime tout neuf. Quand même, il y a suffisamment d'années que le président de la République est au pouvoir. Il y a une certaine expérience quand même dans la gestion des affaires du pays. Et nous voulons sentir cela dans la manière dont voilà, ces affaires sont conduites, de sorte qu'il n'y ait pas des vides qui créent une forme d'impasse dans l'esprit des citoyens. Entre-temps, il y a cette lettre de recadrage ou de rappel des ministres qui sont astreints à gérer les affaires courantes et rien de plus. Qu'est-ce que ça se cache en réalité? Mais au fait, dès l'instant où le Premier ministre rend sa démission et que le président de la République accepte la démission et il demande au ministre de chaque portefeuille de liquider les affaires courantes. Alors, l'expédition des affaires courantes veut signifier clairement que vous ne pouvez plus vous engager sur des grands chantiers à moyen et à long terme. Vous ne pouvez que liquider tout ce qu'il y a comme présent, les affaires de base, etc. etc. Bon, je n'ai pas compris pourquoi il était encore opportun de sortir une note circulaire pour rappeler cela au ministre. Cela signifie clairement que les ministres, peut-être à force d'être trop dans la liquidation des affaires courantes, se sont donné peut-être certaines aises qui ont amené le gouvernement à leur rappeler qu'ils ne sont plus des ministres pleins, mais qui sont là dans une phase transitoire en attendant qu'on donne la marge de pouvoir nécessaire aux nouveaux ministres qui puissent... Mais tout cela donne le sentiment qu'on est véritablement dans l'impasse. Et donc, moi, je pense que on a un besoin d'être plus rigoureux, plus efficace et agir et donner la preuve aux citoyens, en fait, qu'on maîtrise les leviers du pouvoir et qu'on gouverne véritablement pour avoir des résultats au bout du compte. Parce qu'en fait, c'est le citoyen qui apprécie la gouvernance de l'État et il faut qu'on lui donne justement cette possibilité d'apprécier avec précision et justesse les actions que mènent les gouvernants. Mais s'il y a l'impasse, évidemment, c'est un peu difficile d'apprécier. Et les esprits les plus critiques en ont profité pour faire une similitude avec la période de l'Assemblée nationale où ils étaient, enfin, les députés étaient en fin de mandat, mais n'ont pas hésité à prendre de grandes mesures. Comme... Oui, j'avoue que c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne comprend pas. Imaginez si nous, qui sommes, disons, des leaders d'opinion et qui travaillons chaque jour sur cette denrée que nous appelons l'information. Si nous n'avons pas la bonne information, et nous nous plaignons de ce que il y a une certaine carence en matière de ce type de nutriments. Imaginez l'écrasante majorité de la population qui est donc voilà, évidemment. Donc je pense qu'il est vraiment de l'intérêt du gouvernement lui-même d'être disponible pour donner la bonne information et être sûr de là où il est en train d'aller, sans tituber, sans hésiter, sans laisser des trous qui désaxe et déroute justement la population. C'est très important, d'autant plus que, comme je l'ai dit, la mobilisation des consciences est un des facteurs essentiels des systèmes de gouvernance qui veulent réussir et qui veulent avoir des résultats. S'il n'y a pas une mobilisation de conscience autour de la vision du dirigeant, autour des repères qu'il définit, autour des voies qui lui semblent opportune, je pense qu'il y aura un vrai problème. Et c'est d'ailleurs pour cela que par moment, vous allez voir que nos gouvernants se plaignent de l'incivisme, des conduites des citoyens, etc. Et tout cela est lié au type de communication qu'on entretient avec les citoyens. C'est essentiel parce qu'en fait, on prend le dirigeant pour un modèle. Et donc, à partir de l'instant, il est le modèle, il est l'inspirant, il est le garant du fonctionnement de l'ensemble des institutions. Il faut bien qu'on le comprenne de par sa compétence rhétorique, de par les actions qu'il mène, de par sa capacité à communier avec son peuple. Et voilà tous les éléments qui participent justement à créer une certaine effervescence et un intérêt
de la population à la chose publique. Sans cela, bien sûr, chacun risque de verser dans une forme d'individualisme qui n'arrange en rien ni les dirigeants et encore moins le peuple dans son ensemble. Et c'est justement ce manque de communication qui fait que le citoyen n'est pas suffisamment instruit sur l'état actuel de notre pays, le Togo. On nous a parlé de la 5e République, la question que le citoyen lambda se pose, où en sommes-nous exactement dans cette migration Justement, vous voyez, Et il m'a semblé avoir appris qu'actuellement, il y a une délégation togolaise qui est en Inde pour s'outiller sur des questions de gestion de la question du régime parlementaire, etc. C'est une démarche intéressante, mais qui rame à compte courant du bon sens. Parce qu'en fait, avant même qu'on embraye sur la pédale de cette migration vers la 5e République, en tout cas le régime parlementaire, il aurait fallu, en tout bon sens et en toute logique, que cette démarche ait été faite. De sorte qu'on ait des gens qui s'approprient déjà le sujet en question. Parce qu'en fait, vous voyez, on finit alors par se dire que s'il n'y a pas eu de communication efficiente autour de ce projet, c'est sans doute parce que les gens ne maîtrisaient pas le sujet. Or, il a fallu quand même conduire un tel projet. Donc, si vous ne maîtrisez pas suffisamment le sujet, si vous ne vous êtes pas approprié, vous ne vous êtes pas immergé dans les réalités de ce que vous voulez initier pour le peuple, évidemment, vous ne savez pas quoi dire à ce peuple-là. Et à partir de cet instant-là, vous créez un vide. Si c'est après avoir fait les législatives, organisé la migration vers la 5e République, adopté et promulgué la nouvelle constitution, que les gens font la démarche pour s'approprier les mécanismes de fonctionnement d'un régime parlementaire, je pense que c'est un peu anachronique. Je suis désolé, mais bon, espérons tout simplement que dans la foulée, on pourra nous expliquer avec précision vraiment ce qu'on attend de nous et quels sont les avantages et comment le mécanisme de la 5e République va vraiment fonctionner, de sorte qu'on puisse ici intégrer et se conformer précisément. Et l'un des changements remarquables, très forts, majeurs de cette nouvelle République, c'est la désignation du président du Conseil, sorte de super Premier ministre du gouvernement. Tout à fait. Alors, qui pour incarner ce rôle, vous n'êtes pas dans l'esprit, dans le secret du gouverneur. Et quel profil, puisque bon, il est défini que sera issu de la majorité parlementaire et sans mandat d'électeurs. Oui, je pense que l'enjeu c'est au niveau des législatives elles-mêmes. Oui. Mais je pense que cette question que vous posez a sa réponse dans l'article 47 de cette nouvelle constitution qui dit que le chef du parti majoritaire ou bien le chef du premier parti de la coalition qui jouit donc de la majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des résultats des élections législatives promulgués ou du moins donnés par la Cour constitutionnelle, que c'est ce chef-là qui est désigné d'office comme étant le président du Conseil des ministres. Et donc dans le contexte d'aujourd'hui, alors nous avons 108 députés qui ont été engrangés par UNIR et le président de UNIR étant en l'état actuel le président Faure Gnassingbé, donc naturellement, ça veut dire que le parti, à l'issue donc de la mise en place de la deuxième chambre, donc le Sénat, oui. Puisqu'il est dit à l'article 97, je pense, que la prise de fonction, la désignation du président de la République et du Premier ministre, en tout cas la toute première désignation, ne pourra être faite qu'à l'issue de la mise en place des deux chambres. Et donc c'est ces deux chambres-là qui vont se réunir en congrès, d'abord pour élire le président de la République, et ensuite recevoir justement l'identité du président du Conseil des ministres. Qui sera désigné. Oui, qui sera désigné par le parti. C'est d'abord le parti qui est majoritaire, qui adresse donc un courrier, qui désigne et qui adresse un courrier au président de l'Assemblée nationale. Celui-ci prend acte et informe sans délai l'Assemblée nationale et ensuite il saisit
la Cour constitutionnelle, de sorte à permettre à la personne ainsi désignée de prêter serment et en même temps de prendre fonction. Voilà le mécanisme qui est défini. Et donc, ça veut dire que, bon, ben, évidemment, il n'y a pas de doute, à moins que, comme je l'ai dit, le président de la République actuel, qui est en même temps le président du parti UNIR, ne démissionne de son poste de président de ce parti et qu'on désigne une autre personne, de sorte que celle-ci puisse exercer les fonctions de président du Conseil des ministres. Donc, quels que soient les soupçons, n'est-ce pas, qu'on fait peser sur le président de la République, se révèle vrai, d'après les dispositions. Oui, mais il n'y a pas de soupçon possible parce que la Constitution, la Constitution le préconise. Maintenant, si lui-même, il ne se sent pas dans la peau du président du Conseil des ministres, donc ça veut dire qu'au préalable, il ne va pas simplement dire non, mais il sera obligé de démissionner de son parti. Puisque voilà, il est le président justement du parti. Donc naturellement, ça ne peut qu'être lui, à moins pour lui de dire bon, mais écoutez, j'ai fait mon temps, je finis mon mandat, et puis bon, on met quelqu'un d'autre à la tête du parti. En même temps, il fait office de président du Conseil des ministres. Bon, ce qui m'étonnerait, en tout cas dans le contexte actuel du Togo. Voilà. Donc nous sommes dans une période de transition. Hein? Oui, on va le dire. Jusqu'à la fin de son mandat. Hein, puisque son mandat présidentiel court jusqu'en février 2025 au moins. Selon les dispositions de la nouvelle constitution, il y a des dispositions transitoires qui disent que les institutions prévues par cette constitution doivent être mises en place dans un délai qui ne va pas excéder 12 mois, à partir de la date de promulgation de celle-ci. Donc, la Constitution a été promulguée le 6 mai. Et donc, on se dit qu'on est dans le processus de mise en place des institutions prévues par la 5e République. Et mais au plus tard, avant donc le 6 mai prochain, il va falloir que toutes les institutions aient été mises en place et qu'on soit de plein pied dans la 5e République. En tout état de cause, on est dans un processus de migration progressive vers la 5e République. Et la constitution de la 5e République, c'est elle qui est en tout cas en vigueur aujourd'hui. Avec les institutions de la 4e hein, qui sont toujours là. Oui, bien sûr, puisqu'on est dans un processus de migration, il faut renouveler un certain nombre d'institutions, la HAC, le Conseil économique et social, etc. Donc il y a un certain nombre d'institutions qui sont prévues pour le bon fonctionnement justement du régime parlementaire. Et donc là, c'est d'ailleurs pour cela qu'on on a du mal à comprendre le temps que nous avons perdu parce que il y a beaucoup de travail à faire. Dans tous les cas, dans un premier temps, il faut mettre en place le Sénat. Le Sénat qui va constituer la deuxième chambre, qui constitue donc le Parlement. Vous voyez? Et donc, la mise en place donc de ce Sénat-là exige un processus qui doit être porté par une équipe gouvernementale en bonne et due forme, qui ne sera pas là pour expédier ou liquider les affaires courantes, mais qui sera là justement pour dérouler une feuille de route en bonne et due forme. Et donc, la mise en place de ces institutions impose véritablement des gouvernants ou des ministres qui ont les pleins pouvoirs et qui s'occupent justement de leur portefeuille ministériel sans limitation aucune. Voyez. Et donc, oui, on a déjà perdu 2 mois, mais bon, je pense que les gens ont cette conscience, puisque bon, c'est eux-mêmes qui ont mis dans la Constitution les dispositions disant qu'il ne faut pas excéder 12 mois dans le processus de mise en place de ces institutions-là. Or, ben, le temps est quand même court hein, pour mettre en place le Sénat, mettre en place les autres institutions, nommer des gens à des postes, etc. etc. C'est tout un travail et donc c'est de longue haleine en tout cas. Rencontre les gens, un nouveau numéro, nous parlons des faits marquants de l'actualité chez nous, Togo, et donc avec mon invité en studio, Luc Abaki, il est journaliste, analyste indépendant, c'est avec lui que nous échangeons sur ces questions brûlantes de l'heure. Nous parlons de cette 5e République vers laquelle notre pays est en train de migrer, une 5e République contre laquelle les opposants sont toujours vent debout. Hein. Oui, mais je pense que tout cela est lié, si vous voulez, à la carence de la communication. On l'a dit dès le départ. Lorsque vous êtes animé par des intentions saines, vous incarnez véritablement votre mission, qui est donc de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous savez exactement où vous voulez aller. En tout cas, votre mission, c'est d'initier des choses, c'est d'entreprendre, c'est d'innover. Mais à condition que vous vous fassiez comprendre par ceux qui vous ont missionné, c'est-à-dire le peuple. Et donc, s'il y a suffisamment de communication sur les intentions réelles liées à cette question de la 5e République, toutes les supputations qu'il y a autour de ce projet n'allaient pas avoir lieu. À moins pour vous de ne pas avoir des éléments de sincérité nécessaires qui permettent de convaincre, mais au moins communiquer.
de sorte que le débat repose sur des faits, sur des éléments précis et concrets. Aujourd'hui, nous sommes obligés de naviguer à vue sur ces sujets-là, et je pense que c'est de bonne guerre si les partis de l'opposition, la société civile, continuent de prêter des intentions à nos gouvernants, simplement parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas les intentions réelles. Ces intentions-là doivent être portées et partagées. De sorte que, voilà, même quand on formule la critique, qu'on la formule sur des faits bien précis, sur des éléments précis. Aujourd'hui, bon, ben, nous sommes obligés de dire tout simplement que bon, on est en train de nous envoyer comme un troupeau apeuré ou bien des moutons de panurge vers voilà, un inconnu. Vous voyez. Et ça, c'est un peu dommage en tout cas, à mon sens. Mais je le dis en ma qualité de communicateur quand même. Tout à fait. Alors, te faire reprocher justement à cette nouvelle donne, c'est sûr que les droits fondamentaux sont mis en annexe du texte, hein, et les détracteurs pensent que non, et ça doit être au cœur même de la Constitution et non de texte annexé à la Constitution. Bon, ça c'est un schéma qui a été défini par le gouverneur et le constitutionnaliste, mais ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'il y a une virgule qui fait partie de la loi fondamentale, c'est que elle a tout son pesant d'or. Et donc, c'est vrai, il s'agit là des détails, tout simplement, mais il me semble que ce soit en annexe ou au premier article ou au dernier, à partir du moment où la Constitution est un ensemble, on a toutes les raisons de s'appuyer sur tous ces éléments qui sont contenus dans cette Constitution-là pour juger les actions que le dirigeant mène. Et donc, moi, j'ai cru comprendre plutôt, mais lorsque vous regardez le préambule de la nouvelle Constitution, il est dit que c'est pour promouvoir les droits de l'homme et faire en sorte que le vivre ensemble soit plus consolidé, faire en sorte qu'on ait un pays plus démocratique, plus moderne et que la cohésion sociale soit une réalité. Si l'intention de base est celle-ci, cela suppose que tout ce qui est contenu dans cette Constitution doit être mis en œuvre. Parce que justement, il s'agit de l'avenir et du devenir des millions de personnes. Vous voyez? Et donc, la responsabilité du gouvernant est une responsabilité sacerdotale, inouïe et historique. Et donc, il n'est pas de son intérêt d'œuvrer pour la division des citoyens, pour la démobilisation des consciences, pour la clochardisation du peuple. Mais sa mission, c'est de faire en sorte que le peuple puisse s'épanouir, qu'on ait la fierté de s'appeler Togolais. Et c'est sa première fierté aussi parce que les résultats de sa gouvernance doivent pouvoir se lire dans le visage, dans le vécu et dans la vie de chaque citoyen. Bien, merci mon cher invité pour ces appréciations, ces analyses que vous faites de la situation qui prévaut actuellement dans le pays à propos justement de cette 5e République et ce texte qui continue toujours de faire débat. Et donc il faut forcément une véritable pédagogie, soit pour bien comprendre, cerner cela et les institutions vivement qu'elles soient vite mises en place. Pour qu'on sache sur quel pied nous sommes en train de danser. Oui, vivement, parce qu'on le souhaite véritablement, parce qu'il faut animer la vie publique, il faut que le marché de l'État public puisse être animé par des citoyens qui sont conscients des enjeux du moment. Parce qu'en fait, comme je le dis, il y a des enjeux sous-régionaux, régionaux, géopolitiques, qui sont tels que on n'a pas des raisons d'être là à ergoter autour des sujets périphériques ou des préoccupations de base. Il faut qu'on commence à se construire comme une nation qui s'assume et qui sait où elle est en train d'aller et qui a un certain nombre de repères de base. À partir de ce moment-là, on peut avoir une voix qui peut porter au plan international. Mais si nous sommes encore là, à nous chercher, à nous reconstruire, à faire en sorte qu'on puisse avoir des gouvernants, les membres du gouvernement, etc., etc., mais notre voix ne peut pas porter au plan international. Or, les enjeux du moment sont réels. Vous voyez tout ce qui se passe au plan international et le débat qui est là, lié au terrorisme et à un certain nombre de défis majeurs. Et donc, on ne peut plus faire du surplace ou s'amuser avec la vie ou le devenir, en tout cas, des millions de citoyens. Vraiment, il faut qu'on aille vite et surtout bien. Parce qu'on a déjà l'expérience de la gouvernance de l'État, il n'y a pas de raison qu'on puisse se laisser engluer par une forme d'attentisme ou de laxisme qui donnerait le sentiment qu'on a un problème d'action et de compétence. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le terrorisme est à nos portes, ce n'est plus loin de nous. Notre partie septentrionale, la région septentrionale, souvent la dernière frappe en date. Mais il n'est
pas à nos portes, il est au cœur de notre vie. N'est-ce pas? Voilà, ça fait plus de 2 ans que le Togo, Oui. pays côtier, fait face quand même à des attaques assez régulières dans le nord du pays. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'on fait partie des victimes, justement, du terrorisme. Et ça, c'est un fait. Et l'année dernière, au mois de juillet, on avait perdu plus d'une vingtaine de militaires là-bas. Cette année encore, enfin, c'était en 2022, et cette année, en 2024, on a encore la même réalité. Ça veut dire qu'au-delà des défis traditionnels, habituels, liés à la question de nourrir, d'éduquer, de soigner, etc., il est question aujourd'hui, voilà, de s'organiser pour faire face à une menace réelle qui décime des États entiers. Le Burkina avait perdu plus de 3/4 de son territoire, tout comme le Mali et le Niger. Donc les 3 pays du Sahel ont compris, ah mais oui, si nous devons rester là complaisants, en comptant sur nos partenaires habituels, qu'ils vont trouver des solutions, mais on risque de ne plus exister. Et donc ça veut dire que cette menace-là, se métastasant vers nous, ah mais on est obligé de serrer les coudes et de prendre des décisions draconiennes. En tout cas, je profite pour saluer les mesures qui ont été prises, en tout cas à cet effet, en ce qui concerne le Togo. Vous savez que le Togo a dû adopter une loi de programmation militaire, je pense que c'est comme ça qu'on s'appelle, qu'on appelle, avec un budget assez consistant, qui a permis justement de faire des investissements pour réformer l'armée, pour la restructurer, l'armée, en tout cas la consolider, de sorte qu'elle soit plus efficace. Et puis il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites, en tout cas dans le septentrion, parce que la question du terrorisme n'est pas liée simplement à ce jeu des traîtres, en tout cas des voyous, mais elle s'alimente de la précarité de la population. Tout à fait. Et donc, l'expérience montre que lorsque vous avez un problème de survie, vous avez un problème de pitance, eh bien écoutez, votre révolte est si grande que vous êtes très vulnérable au projet de prendre l'arme lorsqu'on vous propose simplement une petite, un petit appui en la matière. Parce que vous pensez que vous allez légitimer votre action qui vous permettra d'être compté parmi les citoyens à part entière. Et donc prendre l'arme dans un tel contexte est très facile. Voilà pourquoi, au-delà du combat militaire, il est question d'épanouir les couches socio-professionnelles, les couches sociales qui sont vulnérables, etc. Surtout en les jeunes, hein, voilà. parce que c'est les jeunes qui sont exposés à ces Vous voyez, nos systèmes éducatifs aujourd'hui, qui fabriquent, si vous voulez, qui sont des usines de fabrication des chômeurs. Des gens qui, au bout de plus de 15 à 20 ans d'études scolaires et universitaires, sortent avec un vide dans la tête. C'est-à-dire, ils n'ont pas une compétence pratique et concrète. Ils n'ont même pas développé une intelligence sociale qui leur permettrait d'entreprendre dans un sens ou dans l'autre. Et donc, vous êtes, après avoir fait vos études, avoir votre master, votre maîtrise, votre licence, etc., vous êtes obligé, pour être employé, de faire encore un stage pour avoir les éléments de base sur le plan pratique de l'activité professionnelle. Mais c'est un problème. Je pense qu'il faut faire une refonte systématique de nos systèmes éducatifs et intégrer dans le plan d'éducation de nos jeunes les fondamentaux qui leur permettent d'être outillés et une fois sortis donc d'un système-là, qu'ils puissent entreprendre véritablement. Et je pense que c'est une question de bon sens. Mais si on doit toujours traîner et on se continue avec ce système hérité du système colonial, on ne peut qu'être dans une dépendance servile et voilà, il y a cette vulnérabilité et ces risques-là, voilà, d'avoir des fléaux comme le terrorisme et autres. Et il y aura du mal à construire, en tout cas dans nos États. Autre sujet que je voudrais débattre avec vous, c'est cette sortie médiatique du net. Hein, cette semaine, on a vu directement de retour, ou bien, je ne sais pas, comment on va dire ça. Dès le lendemain des résultats des 12 scrutins législatifs et régionaux, il a dit qu'il s'est retiré de la vie politique, qu'il ne m'appelait plus honorable. On a vu tout ce qu'il a dit, toute la mise en scène sur les réseaux sociaux. Et puis, subitement, il revient encore, fait démissionner le président intérimaire, qui le redémissionne. Alors, finalement, à quoi ajoute-t-on? Jerry Tama est un acteur politique que je prends beaucoup de plaisir à suivre lorsqu'il était au Parlement, en tout cas, vu toutes les actions qu'il mène, parce que justement,
il rompt avec le mutisme et la carence de communication dont nous avons parlé à l'instant. Oui. C'est un monsieur qui communique beaucoup. Il écrit, il rencontre, etc. sur Facebook, Et moi, en tant que communicateur, je ne peux que me retrouver précisément en lui et saluer précisément ces initiatives qu'il prend. Et puis bon, ben, étant jeune comme moi, je me dis, voilà, c'est ce que nous voulons, il faut innover, il faut faire en sorte qu'on soit beaucoup plus proche de la population, etc. etc. J'ai été, si vous voulez, abasourdi lorsque, à la suite des législatives qu'il a perdues, il a sorti un texte clair pour dénoncer un certain nombre de choses et dire clairement qu'il sortait de la politique. Bref, il met un terme à sa carrière politique. Cela ne lui a pas été demandé ni par son parti, ni par une tierce personne. C'est un choix délibéré. Et donc, je suis plutôt surpris qu'en moins de 2 mois, j'apprends, enfin, je vois encore un communiqué signé de sa main, excluant les gens qu'il a eu à mettre en place pour conduire voilà, le processus de mise en place d'une nouvelle équipe, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il aurait dû prendre du temps pour s'élever, faire le vide et faire l'état des lieux et comprendre la pertinence pour lui d'annoncer ou en tout cas de projeter sortir du jeu politique? Parce que ces gens d'aller-retour deviennent plutôt amusants et donnent le sentiment que l'activité politique est plutôt un jeu d'enfant. Or, en réalité, un acteur politique est un responsable parce que précisément, derrière lui, il draine des millions d'âmes qui croient en sa vision, qui croient en son projet de société, qui croient en sa qualité et en ses vertus. Vous voyez? Et donc, ne devrait pas être acteur politique qui veut, mais qui peut. Mais qui a en même temps une conscience élevée de sa responsabilité dans les choix qu'il opère. Parce que chaque fois qu'il ouvre sa bouche ou qu'il prend sa plume et il écrit quelque chose, il doit savoir qu'il draine derrière lui des millions de personnes qui prennent sa parole pour une parole d'évangile. Parce qu'en même temps, c'est un droit que de considérer un acteur politique comme étant un modèle et un exemple. Voilà. Et donc là, vraiment, je trouve cela regrettable. Il faut bien qu'il s'explique beaucoup mieux sur les motivations qu'il explique. Parce que même si ce sont les membres de son parti qui l'incitent à cela, le leader, c'est celui qui est capable d'assumer sa parole, ses choix, et qui reste intègre par rapport à cela. C'est ce qui montre qu'il est cohérent. C'est un retour très rapide. Hein, parce mais que trop, oui. C'est juste au lendemain des élections d'avril. Hein. Absolument. C'est bon, c'est pour ça que je dis que il aurait dû, ça, même les 2 mois là auraient dû lui servir à réfléchir à la possibilité pour lui de continuer ou non la politique, plutôt que 2 ou 3 jours après les résultats. Et on a comme l'impression qu'il a pris une décision plutôt hasardeuse, sous le coup de l'émotion. Or, en vérité, le leader politique, c'est celui-là qui a cette capacité d'inhiber ces genres de sentiments émotionnels qui le poussent à des réactions épidermiques, hasardeuses, qu'il va finir par regretter. Et donc, ce n'est pas bien parce que il est déjà mis au devant de la scène et tout le monde le regarde, et donc il a un besoin de cohérence. Et ça, c'est important. C'est ça. Et pourtant, certains avaient apprécié son geste parce qu'on a vu des leaders depuis le début du processus démocratique qui sont toujours là et demeurent. Et lui, bon, on a dit que bon, il a vite fait de tirer révérence parce que, ayant constaté l'échec, patati patata, et on a même fait allusion à Guibo qui est parti en terre revenu et dit qu'il a été apprécié, mais puis voilà. Hein. Oui, mais justement, ce qui nous fait. On ne sait pas, bon, peut-être que vous et moi, on n'est pas des acteurs politiques, on ne comprend pas les méandres, les subtilités qui contraignent les gens à tanguer par moment. Mais le bon sens avec lequel nous travaillons nous impose de nous dire, et puis même les faits de l'histoire qui montrent que lorsque vous voulez rentrer dans l'histoire, lorsque vous voulez incarner les attributs d'un vrai leader, c'est que vous êtes cohérent. Vous prenez votre temps pour décider. Mais lorsque vous décidez, vous assumez. Quelles que soient les conséquences et quoi qu'il arrive. Parce que votre dignité doit compter en premier, avant d'autres intérêts contingents, connexes,
qui peuvent venir de façon circonstancielle percuter vos convictions, vous voyez. Et donc, je crois qu'il avait été apprécié précisément parce que, je vous ai dit, que moi, je me retrouvais véritablement dans un certain nombre d'actions qu'il menait, en termes de communication surtout, en termes de... Il a désacralisé un certain nombre de mythes autour voilà, de la fonction de député, etc. Voilà. Et donc, voilà, on a besoin des leaders de proximité qui sont capables de s'immerger dans les réalités existentielles des citoyens. C'est à partir de ce moment-là, ils peuvent se faire, ils peuvent prendre le pouls réel du terrain, se faire une opinion juste des réalités que vivent les citoyens. Et c'est à partir de là qu'on peut définir des politiques de développement, de gouvernance, etc., qui puissent réussir. Plutôt que d'être dans une forme de mimétisme assez naïf, où on copie des systèmes de gouvernance venus de l'extérieur, qui ne reposent pas sur les réalités endogènes, culturelles, identitaires des citoyens. Voilà pourquoi toutes les politiques qui sont menées échouent très souvent. Parce que quand le citoyen ne se retrouve pas dans ce qui se décide, quand cela ne rime pas avec le regard qu'il porte sur la vie, sur l'éducation qu'il a reçue, sur les mœurs et tout ce qui le définit en tant que citoyen à part entière, ça ne porte pas. Vous vous rappelez la remarque que le président de la République avait eu à faire lors de son interview du 27 avril 2023, où il disait que son souhait, c'est que l'agriculture puisse générer des géants, des champions. Et il dit qu'il y a de l'argent, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Des milliards ont été investis dans notre agriculture. Sauf qu'on n'a pas les résultats. En tout cas, les résultats sont en deçà des attentes, en tout cas des espoirs ou des efforts consentis. Mais pourquoi? Pourquoi cela arrive? Précisément parce que les schémas qui sont définis ne tiennent pas compte des réalités existentielles de ceux qui peuvent se porter comme agriculteurs. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que avant de définir une politique, il faut le faire par le bas. C'est-à-dire recevoir l'assentiment, recueillir les aspirations profondes, les attentes, les aptitudes, les compétences et donc tout le potentiel endogène existant. C'est en fonction de ça qu'on élabore une politique de développement. Autrement, sans cela, malheureusement, on va investir de l'argent pour rien. C'est ça. Alors, la situation honnête nous permet de réfléchir vraiment sur la formation de nos partis politiques. C'est quelqu'un qui se lève, qui crée son truc, comme on dit, et puis qui, entraîne des gens avec lui, comme vous le dites, et puisque tout vient de lui, le siège, le financement. Alors, est-ce qu'il ne faut pas faire une analyse d'ensemble de nos formations politiques, puisque les militants, est-ce qu'ils cotisent, est-ce qu'ils contribuent à la vie du parti? Il y a une culture qu'il faut instaurer. J'ai dit à l'instant que ne devrait pas être politicien ou politique qui veut, mais qui peut. En fait, si vous n'avez pas un capital de connaissances que vous pouvez partager avec la masse, si vous n'avez pas une vision que vous pouvez partager avec la masse, si vous n'avez pas une pédagogie que vous devez partager avec la masse pour l'amener à comprendre sa responsabilité dans l'animation même d'un parti politique. Et vous donnez l'impression que vous avez fait une petite affaire quelque part qui a généré quelques ressources et donc à partir de ce moment-là, vous allez coopter quelques têtes pour créer un parti politique et donc vous mettre au devant de la scène, mais vous allez vous faire rattraper par les faits. Parce qu'un parti politique ne peut fonctionner véritablement qu'avec la contribution des adhérents. C'est ça le principe de base. Parce qu'une seule personne, quelle si riche soit-elle, même si elle investit des milliards, ne peut pas animer un parti politique. Parce que si vous ne contribuez pas en termes d'idées, en termes d'argent, etc., vous ne vous sentez pas concerné par ce qui se fait par le parti. Vous n'allez pas prendre au sérieux tout ce qu'on met à votre disposition. Vous voyez, plus vous contribuez par vos idées, par votre participation, etc., mieux vous vous sentez concerné et en même temps, vous comprenez que l'avenir et le devenir du parti dépendent véritablement de vous, votre part de contribution. Vous voyez? Et donc, malheureusement, comme je l'ai dit, même dans la gouvernance de nos pays, on donne le sentiment qu'on est dans un état providence où c'est le gouverneur qui trouve des solutions aux problèmes du pays. Mais c'est faux. C'est très faux parce que la vocation du président ou du dirigeant, c'est de définir un canevas et de porter ce canevas-là à la connaissance de l'ensemble de ses citoyens. Ainsi, les opérateurs économiques savent que chaque fois qu'il faut une opération qui est bonne, ils payent leur redevance, etc. Ils participent à
animer le pays et à faire évoluer justement le pays. Et donc, ils comprennent que toutes les fois où tu crées une entreprise et que tu recrutes 5 ou 6 citoyens, tu participes à construire le pays. Voyez. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, vous rendez service à l'État, mais tout en étant conscient que vous êtes des acteurs actifs, vraiment, véritablement actifs dans la vie du pays. Mais si ce n'est pas le cas, et on dit que bon, ben, le président de la République a fait tel effort, il a consenti telle chose, il a donné tel ordre de payer tel... On a comme l'impression qu'il puise l'argent quelque part, qu'il vient aider les citoyens à vivre, ce qui n'est pas vrai. Et donc, si on ne change pas ce type de discours, on aura toujours du mal. Et nos États auront du mal parce que les ressources ne seront pas suffisantes, parce qu'il n'y a pas une conscience élevée de la nation. Et on ne comprend pas toutes les fois où vous êtes appelé à payer vos impôts, vous êtes tenté de faire des malversations, en tout cas de camoufler des choses, parce que vous avez l'impression plutôt que les impôts sont un outil de répression des opérateurs économiques et qui ne veulent pas votre bien. Or, c'est par votre contribution qu'ils créent la richesse nationale. Vous voyez? Donc, il y a tout un travail de communication qu'il faut faire pour refondre la conscience des citoyens et les amener à adhérer véritablement aux besoins de construire une nation. Oui. Tout à fait. Alors, dernier sujet pour terminer ces échanges, c'est la Confédération des États de l'AES et la CEDEAO. Oui. Alors, est-ce que cette confédération est en passe, n'est-ce pas, de faire disparaître la CEDEAO avec tout ce qu'on a pu reprocher à la communauté ouest-africaine, le traitant parfois des chefs, des syndicats des chefs d'État. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle confédération sous-régionale, hein? Vous savez que c'est un sujet qui me passionne beaucoup parce que je suis très très engagé dans le combat que mènent les pays du Sahel. Mais votre question, est-ce que en fait c'est la Confédération des États du Sahel qui va faire disparaître la CEDEAO ou bien ce sont les manquements, les carences, les incohérences de la CEDEAO elle-même qui militent à sa disparition? Je pense que c'est beaucoup plus le deuxième point, parce que la CEDEAO a été mise en place en 1975 par un certain nombre de chefs d'État qui nourrissaient quand même une vision. Et dans cette vision, il est question pour nos dirigeants de comprendre que seuls, peut-être, ils peuvent aller vite, mais c'est ensemble qu'on peut aller loin. Et que les vertus de solidarité, de complémentarité, de fraternité, qui sont très inhérentes à la vie du citoyen africain, doivent être idéalement promues dans la gouvernance de nos États. Donc, à partir de cette vision de base, on pouvait s'attendre à ce qu'après près de 50 ans, la CEDEAO ait déjà fait des pas décisifs pour créer un espace d'intégration sous-régional où les citoyens sont véritablement épanouis et où les citoyens sont conscients de leur participation et tout ce qui peut animer justement nos États, etc. Malheureusement, au fil des années, on a comme l'impression que les gens marchent plutôt à reculons. Au point où les dirigeants ne sont plus conscients de ce que leur légitimité tient beaucoup plus de leur peuple qu'à autre chose. Beaucoup considèrent qu'il suffit d'être adoubé par Paris pour être président d'un pays de notre espace. Et donc du coup, ils deviennent plus des traîtres vis-à-vis de leur peuple que d'être des acteurs qui construisent nos nations. Voilà pourquoi ils ont déstructuré nos principes de base, comme la solidarité, etc. Et donc, lorsque les pays du Sahel se sont heurtés à ce fléau dont nous avons parlé, le terrorisme, l'idéal aurait été pour la CEDEAO de mettre immédiatement en place une force conjointe qui permette justement de mutualiser les énergies et de mettre ces voyous-là hors d'état de nuire. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Il y a eu un laxisme, un laisser-aller qui a amené des militaires à faire des coups d'État dans ces États parce que c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qu'on tue, c'est leurs familles qui sont décimées, etc. Ils ont compris que non, nos États ne sont pas gouvernés. Et donc, ils ont pris leurs responsabilités et ils ont commencé, au bout d'un an, 2 ans, à poser des actes remarquables et notables. En tout cas, je ne vous apprends rien. Vous savez tout ce qui est en train de se faire, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger, pour non seulement contenir justement ce fléau, mais surtout aussi réorganiser les nations et faire en sorte que ces 3 pays-là deviennent des États souverains. Parce qu'en termes de potentialité, ils regorgent beaucoup de ressources. Mais l'Occident, en tout cas le colon, et n'ayant pas d'intérêt à ce que nos pays soient développés,
mettent toujours dans notre esprit l'idée que nous sommes des États pauvres. Et donc, ils nous portent des assistances et ils nous empêchent de mettre la main là où ça fait mal, ou là où ça nous permettrait, en tout cas, des décisions qui nous permettraient, en tout cas, de commencer à nous construire. Voyez. Donc, je pense que les pays de l'AES sont en train de faire un travail fabuleux et ils sont en train de réussir là où, malheureusement, la CEDEAO a échoué pendant autant d'années. C'est un vrai modèle nouveau. Qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, ils ont le mérite d'avoir été pionniers dans la création d'un nouveau rêve dans l'esprit du citoyen africain. Tout à fait. Merci Luc Kabaki pour vos analyses. Hein. J'avoue que c'est un plaisir. Oui, alors finalement, cet échange tire à sa fin. Que dire je sais pas, hein, on a traité pas mal de sujets, au moins 5 sujets. Il y a Monseigneur Bariga, il y a la reconduction de Madame Dogbel, il y a la 5e rubrique, il y a la période de transition, il y a le terrorisme, il y a le retour de Thierry Tama, et puis on n'a pas de la... Que dire en fin d'échange? Non, en gros, en tout cas pour ce qui concerne le Togo, nous avons soif et faim d'une gouvernance qui nous intègre et qui fait que chaque citoyen, quel qu'il soit, où qu'il soit, se sente concerné par le besoin de construire un meilleur avenir pour notre pays. Et de ce point de vue, je pense que nos dirigeants devront faire l'effort de mieux partager leurs convictions, leurs visions, leurs choix, leurs objectifs avec nous. Et nous en serons les porteurs, nous en serons ceux-là qui vont matérialiser leur vision à chaque échelle de la vie nationale. Dans l'ensemble, je pense que l'Afrique est à un tournant décisif. On a un problème de leadership dans nos pays et il faut qu'on soit conscient que les colons d'hier ne vont jamais démordre par rapport à leur projet de nous maintenir dans une vie serve. Il nous appartient, par nos choix lucides, de commencer à comprendre que nous n'avons aucun droit, aujourd'hui en ce 21e siècle, où la connaissance est versée partout, de continuer à vivre par procuration. Quitte à ce qu'on souffre sur des mois et des années, mais il faut qu'on choisisse, qu'on prenne des décisions fermes, de nous assumer par nous et de définir les chemins qui nous permettent de nous construire dans les années à venir. Tout à fait, nous permettent de construire et de relever la tête afin que l'Afrique puisse répondre au rendez-vous des continents. Que notre voix puisse porter. Tout à fait. Merci à vous, Luc Kabaki. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. C'est avec vous que nous avons échangé sur les thèmes d'actualité. Ça a été véritablement un plaisir de partager tous ces instants-là avec moi. Et je pense que vraiment... j'ai été privilégié. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également, téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. Je vous souhaite de passer d'excellents moments avec le reste de notre programme. À très bientôt, le week-end prochain, pour vous retrouver pour d'autres réflexions. Au revoir et à très vite. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.